Vous avez peut-être lu des livres ou vu des adaptations télévisuelles de Maigret. Il y en a beaucoup qui ont été faites et je vais en parler un peu aussi. Euh, Dans ma présentation, je ne révèle pas trop de choses sur le roman parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément lu le roman encore. Donc, je ne dis pas qui est le coupable ou quoi que ce soit comme ça. Donc, pas d'inquiétude, il n'y aura pas de divulgachage, comme il faut dire. Et de Voilà. cassage. Euh, donc, voici une belle image de Maigret de dos que j'ai trouvée en ouverture qui donne beaucoup l'atmosphère de la série avec les traits visuels typiques de Maigret, son chapeau, sa pipe, son manteau et surtout la carrure de Maigret, qui est un personnage massif, lourd, très, très imposant. Et ça, il y a un rendu physique, visuel de Maigret qui est important. Et le roman dont nous allons parler aujourd'hui, c'est Maigret tend un piège, euh, que, que certains d'entre vous auront lu pour aujourd'hui, qui a été publié en 1955. Vous avez la première couverture ici, à gauche, la couverture de l'édition originale aux éditions des Presses de la Cité. Maigret a été publié chez différents éditeurs, mais les Presses de la Cité, c'était son dernier éditeur pendant plusieurs années qui a publié 50 livres dans la série Maigret. Donc c'est le grand éditeur qui a publié Maigret. Et à droite, c'est Simenon. C'est Georges Simenon. Et comme vous voyez, Georges Simenon ressemble à Maigret, ou Maigret ressemble à Simenon. Euh, et beaucoup des gens qui connaissaient Georges Simenon disaient Maigret, c'est Simenon, en fait. Il y a une incarnation de l'auteur dans sa série. Alors, qui est Georges Simenon? Georges Simenon est né en 1903, il est mort en 1989. Et ce n'était pas un Français, c'était un Belge francophone de la région wallonne qui est né à Liège. Liège, c'est une des villes les plus importantes de la région wallonne, une ville avec une tradition industrielle, universitaire, culturelle très importante. Et il s'est installé à Paris en 1922. En fait, Simenon est un bon exemple de beaucoup d'artistes francophones européens, belges, luxembourgeois, suisses, qui sont attirés vers la France parce que c'est en France qu'il y a les éditeurs, la plupart des grandes maisons d'édition, qu'il y a une activité culturelle parisienne évidemment importante. Et donc, il y a toujours un paradoxe chez ces auteurs comme Simenon, qui ont une identité qui n'est pas française, belge ici, mais qui sont attirés par Paris et qui sont un peu obligés pour faire une carrière littéraire de venir à Paris, surtout à cette époque, surtout au début du XXe siècle. Donc il s'installe à Paris en 1922 et il commence à écrire. Et il écrit beaucoup. C'est quelqu'un qui écrit très vite. Le roman Maigret tend un piège, Simenon l'a écrit en 5 jours. Wow. Oui. Il écrit très vite. Incroyable. Oui. On pense que Simenon a écrit plus de 400 romans dans sa vie. Et souvent, les chiffres changent parce que c'est très difficile de tous les compter. Mais au début, il n'a pas beaucoup de succès. Sa carrière est un peu lente au démarrage. Mais en 1931, il lance une série de romans policiers autour du commissaire Maigret. Et il y a un grand lancement officiel qui est organisé. Il y a une sorte de soirée de gala organisée. Et le lancement commence avec 2 romans en février 1931, qui sont Monsieur Gallet décédé, c'est le titre. Je n'ai pas mis décédé en italique, mais le titre, c'est Monsieur Gallet décédé. Et Le pendu de Saint-Folien. Ce n'est pas le premier roman de Maigret qu'il a écrit, mais le premier roman, son éditeur ne l'aimait pas, donc il est sorti un peu plus tard. Et il sort plusieurs romans de Maigret dans cette première année. Donc Maigret devient un succès de librairie en 1931, avec plusieurs romans dans la série. Et en tout, Simenon écrit 75 romans et 28 nouvelles dans la série Maigret. Donc ça représente un peu moins de 25% de sa production littéraire. Et il a écrit aussi beaucoup de romans sérieux, en fait. Il a écrit des romans dans beaucoup de genres, le genre policier, le mélodrame, même la littérature érotique aussi.
mais aussi beaucoup de romans psychologiques, de romans sérieux. Mais Maigret, c'est la source de son succès et c'est la source de sa célébrité encore aujourd'hui. Et ça a été difficile pour Simenon, cette association avec Maigret. Simenon a souvent voulu abandonner Maigret et arrêter la série. Mais il a seulement arrêté la série dans les années 70, quand il disait « c'est fini, je suis trop vieux, je suis fatigué ». Mais il a essayé plusieurs fois, même la première fois qu'il a essayé d'arrêter, c'était en 1934, donc 3 ans seulement après le début de la série. Il a dit « j'ai écrit trop de romans de Maigret, j'arrête ». Et en fait, il en avait écrit peut-être 10. Voilà. Donc, il a continué. Donc, en tout, il a écrit environ 400 romans dans tous les genres. Et en 1963, il est parti de France. Il s'est installé à Lausanne, en Suisse, où il a terminé sa vie. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours été connecté à la France, mais aussi un peu distant de la France. Et je pense que donc Maigret est un personnage très français. Maigret vient de la province française, il travaille à Paris. La majorité des enquêtes de Maigret sont à Paris. Mais je pense que Simenon a quand même mis quelques détails belges chez Maigret. Et le détail belge le plus visible, c'est que Maigret préfère la bière au vin. Maigret boit plus de bière que de vin. Et ça, c'est plutôt, culturellement, c'est plutôt belge. Voilà. Simenon est l'auteur belge le plus traduit au monde. Il est aussi le 3e auteur de langue française le plus traduit, après Jules Verne et Alexandre Dumas. Wow. C'est vraiment un auteur absolument majeur de la littérature de langue française, même si ce n'est pas toujours un auteur qu'on étudie dans les classes, bien sûr. Alors, qui est le commissaire Maigret, le personnage principal de Simenon? Alors, Maigret s'appelle Jules Maigret, mais je le mets entre parenthèses parce qu'on ne donne presque jamais son nom. C'est juste Maigret. Ouais. Et c'est le détective fictionnel français par excellence. C'est le personnage policier français le plus célèbre en France. Et il est aussi célèbre en France que Sherlock Holmes ou Hercule Poirot en littérature anglophone, bien sûr, ou Miss Marple, Philip Marlowe, etc. Maigret, c'est un personnage de commissaire, donc c'est un personnage de policier. Ce n'est pas un détective privé. Et ça, c'est intéressant parce que Simenon écrit à une époque où les personnages de détectives privés sont très populaires, bien sûr, dans la littérature, dans les romans policiers. Mais lui, c'est un policier officiel. Il est commissaire à la PJ, donc la police judiciaire, et il travaille au 36 quai des Orfèvres. Et je vais vous montrer le 36 quai des Orfèvres bientôt. Donc c'est un endroit très célèbre à Paris, le quai des Orfèvres. Et Maigret est intéressant parce qu'il s'éloigne des autres modèles dans le genre policier à l'époque où Simenon commence à écrire. Il s'éloigne du modèle du whodunit britannique. Maigret n'est pas obsédé par la brillance déductive, ce n'est pas un logicien, ce n'est pas un détective hyper intelligent comme Sherlock Holmes qui fait des déductions constantes. C'est plutôt un psychologue. Maigret aime entrer dans la tête des criminels. C'est sa spécialité. Il doit comprendre la motivation du criminel. Et vous avez peut-être vu, dans Maigret tend un piège, c'est le problème. La difficulté, ce n'est pas de trouver le coupable dans Maigret tend un piège. Il est trouvé à peu près au milieu du livre. Mais le problème, c'est d'entrer dans ses raisons et de comprendre exactement ce qui l'a poussé au crime. Et c'est ça qui obsède Maigret. Ça, c'est typique. Mais Maigret s'éloigne aussi d'un autre modèle à cette époque, qui est le modèle plutôt hard-boiled américain. Des personnages comme Sam Spade, The Maltese Falcon, Philip Marlowe, The Big Sleep, The Long Goodbye, etc. Il s'éloigne aussi de ça. C'est un modèle qui commence à être traduit en France et qui commence à être populaire, très populaire en France. Mais Maigret n'est pas comme ces personnages hard-boiled qui sont cyniques, mais un peu mélancoliques, un peu romantiques. Maigret, il n'est pas romantique.
Maigret, il n'a pas de démon intérieur. C'est juste un professionnel. C'est un fonctionnaire de police. C'est quelqu'un qui fait son travail. Il rentre à la maison. Il est marié. Il a sa femme. Ils ont un couple heureux. Il rentre à la maison. Il mange. Il va au lit. Et puis le lendemain matin, il retourne au commissariat. Bon, parfois, il ne dort pas. Vous avez vu. Parce qu'il c'est quand même, il est très professionnel. Il est parfois obsédé par son travail, mais c'est quelqu'un qui fait son métier. Ça, c'est une grande différence aussi avec les détectives privés américains. Et donc, Maigret se caractérise par son calme, par sa patience et même par sa lenteur. C'est la grande différence avec euh, les détectives américains qui sont des héros d'action, d'aventure, mais aussi avec les détectives britanniques comme typiquement Hercule Poirot. Euh, Hercule Poirot aime montrer son intelligence et son génie suprême. Maigret, non. Maigret n'essaye pas d'impressionner qui que ce soit. Alors ça, c'est le 36 quai des Orfèvres à Paris. Donc, quand vous visualisez où travaille Maigret, c'est là. C'est très beau, comme vous voyez. Oui, oui. C'est un bâtiment ancien. En fait, il y a tout un complexe, mais je vous montrerai sur Google Maps dans quelques instants. Il y a un complexe judiciaire sur l'île de la Cité. Donc, c'est l'île qui est au milieu de Paris. C'est là que se trouve Notre-Dame de Paris, en face, l'hôpital de l'Hôtel-Dieu. Et donc, il y a le complexe judiciaire avec le quai des Orfèvres pour la police. Il y a le palais de justice pour les juges. C'est là que travaille le juge Comélio dans Maigret tend un piège. Il y a la conciergerie qui était une prison avant. Donc, voilà. Mais la police judiciaire à Paris n'est plus au quai des Orfèvres. Ils ont déménagé en 2017, donc il y a seulement 4 ans. Moi, je ne savais pas parce que j'étais plus à Paris à ce moment-là. Donc, j'ai appris qu'ils ne sont plus au quai des Orfèvres. C'est triste. Enfin, je pense que c'est bien pour eux parce que c'était des petits bureaux. Ça, c'est le palais de justice juste à côté. Donc, le grand tribunal central de Paris, qui est juste à côté du quai des Orfèvres. Donc, le juge Comélio, dans Maigret tend un piège, dit à Maigret, nos bureaux sont juste à côté, vous auriez dû venir me voir. Et leurs bureaux sont littéralement à côté. Les deux bâtiments sont côte à côte. Alors, Maigret est connu dans les romans, mais aussi dans de nombreuses adaptations multimédia, au cinéma et à la télévision. Maigret a été adapté plusieurs fois au cinéma, à la télévision, en France et ailleurs. Il y a eu 11 films français autour de Maigret et 3 films internationaux, notamment en Italie. Il y a eu aussi plusieurs séries télévisées. 2 séries télévisées en France, 3 séries télévisées en Grande-Bretagne, une en Italie, au Japon, en URSS et aux Pays-Bas. Il y a eu aussi des téléfilms, un téléfilm américain dans les années 40, donc c'est assez vieux, tchèque, russe, yougoslave, donc une grande popularité de Maigret des 2 côtés de l'Atlantique, surtout en Europe, mais aussi en Amérique du Nord. Alors, voici quelques acteurs qui ont joué Maigret. Donc à gauche, le premier, c'est Pierre Renoir. Et je vous le montre, ce n'est pas un acteur très connu. Il vient de la famille du peintre Renoir et du cinéaste Renoir. Mais c'est un autre Oh, Renoir. Oui, c'est la même famille. Mais c'est un acteur et il est important dans l'histoire de Maigret parce que c'est le premier acteur qui a joué Maigret, puisqu'il l'a joué en 1932. Donc l'année après la parution des premiers romans, tout de suite, il y a eu une adaptation cinématographique. Donc ça vous montre le succès de la série Maigret très vite. Et ensuite, à droite, c'est Jean Gabin. Donc Jean Gabin, c'est un acteur extrêmement célèbre du cinéma français des années 30 à 60. Et il a joué Maigret 3 fois. Et visuellement, il ressemble déjà beaucoup plus au Maigret qui est décrit par Simon. Et, Simon était très content de Jean Gabin dans le rôle parce que c'est un acteur. C'est comme si Gérard Depardieu jouait Maigret. C'est vraiment. D'ailleurs, Gérard Depardieu va peut-être jouer Maigret dans une adaptation future. C'est possible. C'est un projet qui existe. oui, oui. Jean Richard, à gauche, est un acteur très important pour Maigret parce qu'il a joué dans la première série française. Et c'est une série qui a duré pendant 23 ans. Il a commencé en 1967 et fini en 1990. C'est l'adaptation la plus longue de Maigret.
mais c'était une adaptation moderne. Ça se passait à l'époque moderne. Et ensuite, la deuxième série française, qui est moi, c'est la deuxième série française, c'est ma série Maigret. Quand j'étais enfant et adolescent, c'est la série que je regardais à la télévision. C'est l'adaptation avec Bruno Kremer. Bruno Kremer a joué Maigret pendant 14 ans quand même, donc c'était très long aussi. Et si vous connaissez la série Poirot avec David Suchet, c'est très similaire le style. Ça se passe dans les années 50 et il y a une volonté de reconstitution historique très précise avec des acteurs de grande qualité. Et Bruno Kremer est vraiment excellent dans le rôle. Et puis quelques acteurs anglais. Charles Laughton a joué Maigret en 1949 dans un film. Et Rowan Atkinson, ce qui est un peu surprenant, Rowan Atkinson a joué Maigret pendant 3 saisons, en 2016-2018. Mais c'est un Maigret moins massif physiquement, plus discret physiquement, mais un Maigret intéressant. Et 2 acteurs de Dumbledore dans Harry Potter ont joué Maigret. C'est une coïncidence. Mais Richard Harris a joué Maigret dans un téléfilm en 1988. Et Michael Gambon a joué Maigret dans une série britannique en 1992-1993. Et vous voyez que dans presque toutes les adaptations, on a la pipe, le chapeau, le manteau. Voilà, la pipe, le chapeau, la pipe, le chapeau. Pas de pipe pour Pierre Renoir, mais le chapeau. Voilà, une représentation classique visuelle de Maigret. Alors, Maigret tend un piège, notre livre, a été écrit en 1955, mais a été adapté au cinéma très vite, en 1958, par Jean Delannoy. Donc, Jean Delannoy était un réalisateur très populaire des années 50, qui a beaucoup travaillé avec Jean Gabin. Il y a Jean Gabin dans le film, c'est lui qui est la star, mais il y a aussi Annie Girardot, qui était très jeune à cette époque, mais qui est devenue une actrice très célèbre avec la Nouvelle Vague, avec les réalisateurs de la Nouvelle Vague. Mais elle est encore très jeune dans Maigret tend un piège. Et elle joue la femme de Marcel Monsin. Voilà. Elle joue Yvonne Monsin. Et les dialogues ont été écrits par Michel Audiard, qui est le grand dialoguiste du cinéma français à cette époque. Donc c'est une adaptation très prestigieuse. Une adaptation avec des grands acteurs, un grand réalisateur, un grand dialoguiste. C'est très sérieux. Mais Maigret tend un piège est un des romans de Simenon qui a été le plus adapté. C'est un de ses romans les plus célèbres. Il a été adapté 7 fois en tout, au cinéma et à la télévision. Le seul Maigret que j'ai trouvé adapté plus souvent, je crois que c'était L'Affaire Saint-Fiacre qui a été adapté 8 fois. Donc vous voyez, 7, on est proche du record. Alors, je vais parler un petit peu de Maigret tend un piège, mais on va en parler ensemble un peu plus. Je dirais que Maigret tend un piège, c'est un Maigret inhabituel et aussi un Maigret classique. Donc, si vous ne connaissez pas la série Maigret, il y a certaines choses qui sont typiques, mais d'autres non. Donc, les choses qui ne sont pas typiques, c'est que habituellement, Maigret enquête après les crimes, pas pendant. Donc, Maigret est un détective classique, habituellement. Il y a un crime, Maigret vient, il trouve le coupable. Ici, les crimes sont en train de se produire, puisque c'est un tueur en série. Donc ça, c'est intéressant. La deuxième chose qui est inhabituelle, c'est que les tueurs en série sont rares dans les Maigrets. Je n'ai pas lu tous les Maigrets. Très peu de gens ont lu tous les Maigrets, sauf Georges Simenon. Mais j'ai trouvé un seul autre Maigret avec un tueur en série, qui a été écrit plus tard dans les années 60. Donc ce n'est pas un motif typique qu'il utilise dans ses livres. La presse joue un rôle majeur aussi dans ce Maigret. D'habitude, les enquêtes du commissaire Maigret sont plus discrètes. Ici, il doit sans cesse négocier avec la presse, ce qui est intéressant. Et l'autre chose qui est inhabituelle, c'est que le coupable est pris très tôt, comme vous avez vu si vous l'avez lu. Le coupable est pris vers le milieu du livre, mais on doit prouver sa culpabilité, on doit comprendre le motif. Donc c'est difficile de prouver que c'est cet individu qui a tué plusieurs femmes dans les rues de Montmartre. Donc ça aussi, c'est un peu inhabituel.
Mais alors, qu'est-ce qui est classique? Donc, à droite, les éléments plus classiques. La première chose qui est très classique chez Maigret, c'est que Maigret tente de comprendre la psychologie du criminel. Ça, c'est la marque de fabrique de Maigret. Ce qui est classique aussi, c'est l'écriture très minimale et très simple. Ça, c'est une volonté délibérée de la part de Simenon. Quand Simenon a commencé à écrire des romans populaires, quand il a décidé qu'il voulait faire des romans populaires, il a décidé d'écrire des romans qui se lisaient le plus facilement possible et le plus vite possible. Un Maigret, on peut le lire en une journée, en une après-midi, si on n'a rien d'autre à faire. Si on est pressé, on peut le lire vraiment extrêmement vite. Moi, j'avais d'autres choses à faire, mais quand je l'ai relu, ça m'a pris 2 soirées. Et avec des phrases très simples, avec des dialogues très simples, c'est vraiment une volonté délibérée. Et ça, c'est quelque chose. Donc, les critiques ont beaucoup critiqué Simenon pour ça, en disant c'est de la littérature trop simpliste, c'est de la littérature rabaissée, cheapened, je ne sais pas comment le dire en français, mais voilà. Mais il a aussi été beaucoup admiré, y compris par des écrivains. Par exemple, André Gide était très admiratif de Simenon pour son style. Il disait Simenon, c'est le meilleur romancier français. Il a un style d'écriture qui est parfait, en fait. Pardon. Donc, très peu d'effets de style chez Simenon. Des dialogues abondants et dynamiques. L'écriture de Simenon est vraiment conduite par les dialogues. Les scènes chez Simenon sont des scènes de dialogue. Ce ne sont pas des scènes d'action. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de course-poursuite. Les crimes ne sont pas décrits de manière horrible ou visuelle, mais il y a des dialogues. Et les grandes scènes dans Maigret tend un piège, ce sont des scènes de dialogue. Les scènes avec les journalistes au début quand il fait très chaud, les scènes d'interrogatoire du suspect, la scène de discussion entre Maigret et le psychiatre Tissot autour du crime. La narration est centrée sur la procédure investigatrice. Donc, ce n'est pas une narration qui essaye de compliquer le sujet. Il n'y a pas de fil narratif secondaire. La psychologie de Maigret est présente, mais elle n'est pas trop importante. Le problème, ce n'est pas Maigret lui-même ou les émotions de Maigret, c'est vraiment suivre le fil de l'enquête. Et parfois, Maigret n'est pas le personnage le plus important. Il y a tous les assistants de Maigret, comme Torrance, par exemple, ou Janvier, qui peuvent être importants dans certaines scènes. Et c'est classique parce que Maigret boit beaucoup de bière, comme je le disais. Maigret est un détective qui boit beaucoup dans tous les livres. Et typiquement, quand il commence une enquête avec une certaine boisson, il va continuer l'enquête avec cette boisson. Donc, s'il commence à la bière, il continue à la bière et il finit à la bière. S'il commence avec du vin, il continue avec du vin, il finit avec du vin. Ou parfois, c'est plus fort. Parfois, c'est du calvados ou du whisky. Mais ici, c'est l'été, c'est le mois d'août, il fait très chaud. Quand il fait chaud à Paris, c'est très difficile. Paris n'est pas une ville qui est bien faite pour la chaleur. Donc, c'est très étouffant. Donc, la bière, c'est une bonne solution. Si on veut boire de l'alcool, on peut boire de la bière. Voilà. Et Maigret boit donc toujours beaucoup. Alors ça, c'est quelques images du quartier de Montmartre où se passent les crimes. Je vais vous montrer sur une carte dans quelques minutes. Mais le quartier de Montmartre est un quartier très célèbre de Paris. Si vous avez visité Paris, vous y êtes peut-être allé. C'est un quartier sur une butte, une petite colline, qui a vraiment une culture spécifique. C'est un quartier d'artistes. C'est un quartier de fête. C'est un quartier avec des petites rues pavées qui sont très sinueuses, où c'est très facile de se cacher. C'est très facile de disparaître à Montmartre. Il n'y a pas de grande avenue, il n'y a pas de grande rue droite. Et donc, ça explique pourquoi un tueur en série pourrait commettre des crimes à Montmartre. C'est aussi un quartier socialement très mélangé. Il y a des bourgeois à Montmartre, mais il y a aussi beaucoup de classes populaires. Il y a aussi de la criminalité à Montmartre. Dans les années 50, il y a de la prostitution
surtout en bas de Montmartre, vers la place Pigalle. C'est le quartier des plaisirs, entre guillemets, le quartier rouge de Paris. Donc, il y a beaucoup de mixité sociale à Montmartre. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi dans l'histoire. Alors, ce qui est intéressant, quand on lit Maigret tend un piège, si on lit Maigret tend un piège avec un regard moderne, un peu, c'est un roman intéressant parce que c'est un roman qui réfléchit beaucoup au rôle genré, en fait, au rôle masculin et au rôle féminin. Vous avez peut-être remarqué ça en le lisant, et c'est un roman assez conservateur. Parce que Simenon était un auteur assez conservateur. Donc pour Simenon, les hommes ont un rôle à jouer, les femmes ont un rôle à jouer, et quand ces rôles sont bien répartis, tout va bien. Et on le voit dans ce roman. C'est un peu étrange quand on le lit aujourd'hui. Le monde de Maigret est un monde très masculin. À la PJ, au Quai des Orfèvres, il n'y a presque que des hommes. Il n'y a pas que des hommes, mais il n'y a presque que des hommes. Les policiers sont presque tous des hommes. Les journalistes sont presque tous des hommes, pas tous. Les juges sont tous des hommes, etc. Le tueur est un homme. Et c'est un monde qui est dangereux pour les femmes. Donc. Et on le voit, c'est un roman sur une série de féminicides. Mais il y a quelques rôles féminins intéressants dans le livre. Il y a une journaliste femme, Maggie, dans les premiers chapitres, on la voit, qui a une présence importante avec les autres journalistes comme le baron. Il y a bien sûr Marthe Jusserand, l'agente de police qui se fait attaquer par le tueur et qui joue un rôle important. Et donc, on voit l'importance des personnages féminins dans la police, puisque toute l'opération est montée avec plusieurs agentes de police. Et puis plus tard, il y a Madame Monsin et Yvonne Monsin, si vous avez lu le livre, vous avez vu qu'elle joue un rôle très important, bien sûr. Oui, et les bonnes, absolument. Alors, il y a les bonnes et les concierges. C'est Wendy, merci pour votre petit message, vous avez raison. Oui, il y a les bonnes et les concierges. On peut parler des bonnes et des concierges pendant la discussion parce qu'elles font fonctionner Paris, en fait. Tous les bâtiments de Paris ont des bonnes et des concierges. Et même encore aujourd'hui, moi, quand j'habitais à Paris, j'ai habité à Paris pendant 14 ans. Et oui, les victimes, on va en parler justement des victimes, qui sont les plus importantes. Mais quand j'habitais à Paris, j'étais dans un immeuble où il y avait une concierge qui pouvait venir ouvrir la porte en bas. C'est vraiment typique des immeubles parisiens, encore certains immeubles parisiens aujourd'hui. Donc Simenon était un auteur conservateur, comme je disais. Donc sa représentation des rôles genrés est très traditionnelle. On le voit avec le couple Maigret-Madame Maigret. Madame Maigret reste à la maison, elle laisse Maigret faire son travail, elle lui dit comment ça va, il dit ça va bien, mais elle ne pose pas trop de questions. On ne le voit pas dans ce roman, mais elle l'appelle Maigret, en fait. Elle ne l'appelle pas Jules, elle l'appelle Maigret, et lui l'appelle Madame Maigret. Donc c'est très, très traditionnel comme relation. C'est un couple très, très, très aimant, très, très uni, mais où il y a des rôles très conservateurs. Mais ce qui est intéressant avec Maigret tend un piège, c'est que si on le lit avec une perspective moderne, c'est peut-être un roman finalement sur la masculinité toxique. Et c'est peut-être involontaire, je pense, de la part de Simenon. C'est-à-dire que Simenon présente le personnage du tueur comme un personnage toxique, bien sûr, un personnage anormal, comme il dit, donc il a un vocabulaire un peu problématique, bien sûr, pour parler des problèmes psychiatriques. Mais finalement, c'est un roman qui nous montre un monde où les femmes sont en danger, en fait, où les femmes ne sont pas en sécurité. Et c'est une représentation assez exacte, finalement, d'un monde où la toxicité masculine met les femmes en danger. Et malheureusement, même dans les jours et dans les semaines les plus récentes, on a vu des cas extrêmement dramatiques et extrêmement tragiques de masculinité toxique en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Donc c'est très frappant. En relisant le roman, j'ai été très frappé par la modernité du sujet, en fait. Je pense que Simenon ne l'a pas fait exprès, mais en le lisant aujourd'hui, ça crée un écho très intéressant pour nous, lecteurs modernes. Et le tueur, donc je ne donne pas le nom du tueur, mais le tueur clairement estime que sa masculinité est menacée. Donc il a une idée de la masculinité
il a une idéologie de ce que doit être la masculinité, et il considère que lui ne correspond pas bien à cette masculinité, ou alors que sa masculinité a été opprimée par d'autres personnes. Donc il tue pour s'affirmer en fait. Mais pour affirmer cette masculinité toxique, les seules personnes qu'il peut tuer, ce sont des femmes. Mais ce sont des femmes innocentes. Ce sont des femmes qui sont déconnectées complètement de lui. Mais c'est parce que il ne peut pas tuer les femmes qu'il veut tuer. Donc il tue d'autres femmes qui sont des victimes, qui sont uniquement donc des victimes de cette toxicité en fait. C'est très frappant. C'est quelque chose qu'on voit encore aujourd'hui extrêmement fréquemment, beaucoup trop fréquemment bien sûr. Et donc c'est sa propre inadéquation qui génère sa violence misogyne en fait. Donc il y a une description très exacte de ce type de processus finalement, qui est un processus réel. Les féminicides et les violences misogynes viennent souvent de processus semblables. Donc c'est intéressant de voir comment un auteur très conservateur et très traditionnel comme Simenon, c'était un auteur qui a eu des problèmes pendant l'occupation, par exemple. Enfin, après l'occupation, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a soupçonné Simenon d'être un peu trop complaisant avec les Allemands, par exemple. Donc, c'était vraiment pas... c'était quelqu'un qui était même réactionnaire, un peu. Mais on peut voir comment cet auteur donne une analyse assez exacte d'un certain type de mécanisme social, en fait. Ça me fait un peu penser à Balzac, parce que Balzac était un auteur très réactionnaire, un auteur royaliste, en fait, mais qui donne une description du capitalisme et du fonctionnement de l'argent, en fait, qui a été approuvée par Karl Marx ensuite. Parce que Karl Marx, qui était donc le contraire politique de Balzac, a reconnu la même analyse du capitalisme que Balzac, en fait. Donc c'est intéressant. On a un phénomène un peu similaire avec Simenon ici. Voilà. Alors, c'est ce que je voulais vous dire sur Maigret, mais je veux vous montrer, avant qu'on se mette à discuter, je veux juste vous montrer un petit peu la carte de Paris pour que vous voyez où se passent les événements du roman. Donc, je vais juste vous montrer ça. Et comme ça, vous allez comprendre si vous ne connaissez pas Paris ou si c'est un peu flou dans votre mémoire, vous allez voir où ça se passe. Alors, je vais juste partager à nouveau. Voilà. Alors, voici Paris. Donc, je vais vous montrer tout d'abord où se trouve le quai des Orfèvres. Donc, ici, l'île au milieu de Paris, c'est l'île de la Cité. Voilà. Vous avez la cathédrale Notre-Dame et le quai des Orfèvres est ici. Est-ce que vous voyez ma flèche sur l'écran? Oui, bon, parfait. Donc, le quai des Orfèvres est ici. Et tout ça, c'est le complexe judiciaire. Très ancien, c'est un complexe médiéval, en fait. Donc, il y a la Sainte-Chapelle, qui est une chapelle médiévale magnifique, avec des vitraux, la conciergerie, qui était la prison avant la Révolution, et vous avez donc le 36 quai des Orfèvres ici, et le palais de justice qui est juste à côté. Donc, c'est le complexe judiciaire historique de Paris. Vous avez le boulevard Saint-Germain, qui est ici. Je vais vous montrer exactement où habite le tueur. Il habite en fait ici sur le boulevard Saint-Germain. Si je peux montrer une photo du boulevard Saint-Germain, ce sera parfait. Voilà. Donc le boulevard Saint-Germain, c'est un boulevard très bourgeois, très, très sophistiqué à Paris, très, très large, très aéré, très lumineux. Donc c'est un quartier beaucoup plus bourgeois que le quartier où se sont déroulés les crimes, qui est Montmartre. Alors Montmartre, je vais vous montrer où c'est. Voilà. Vous voyez le Sacré-Cœur ici. Donc c'est tout au nord de Paris et l'extrême nord de Paris, ce sont des quartiers beaucoup plus populaires. Et donc c'est ici à peu près Montmartre, avec le Sacré-Cœur qui est l'église de Montmartre du 19e siècle. Et le roman nous dit que les meurtres sont commis dans un carré entre différentes stations de métro. La station Lamarck, qui est ici, la station Abbesse, la station Blanche et la station Place de Clichy, que Google Maps se trompe et l'appelle porte de Clichy, mais ce n'est pas la porte de Clichy, la porte de Clichy est plus au nord. Donc c'est ça en fait, c'est ici que se passent les meurtres, c'est dans ce trapèze
Donc, c'est à l'ouest de Montmartre. Il y a la rue Le Pic qui est célèbre et on peut regarder ici. Donc, un des meurtres se passe. Oups, pardon. Un des meurtres se déroule rue Le Pic. Voilà. Qui est une des rues les plus célèbres de Montmartre. Voilà. C'était ce que je voulais vous dire un petit peu, sans trop parler du livre, pour ceux qui ne l'avaient pas lu. Mais je serais heureux qu'on en discute un petit peu avec vous et pour savoir un peu ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous connaissiez déjà Maigret? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise, que vous avez trouvé très classiques ou moins classiques dans un roman policier? Ouais, qu'est-ce que vous en avez pensé un peu de ce texte? Carole? Oui, au début, j'ai une question. Est-ce que c'est le texte complet? Oui, c'est très court. Oh, OK, merci. Et c'est le texte original. Oui, absolument. Oui. Merci. Oui, les romans de Maigret sont très courts. Je vois Sylvia. Oui, vous m'avez fait lire le roman le plus misogyne que j'ai jamais lu de ma vie. C'est absolument. Je l'admets entièrement. C'est un roman. Alors, il y a malheureusement des romans beaucoup plus misogynes que Maigret tend un piège. Ça, généralement. Je sais. Non, mais vous avez absolument raison. C'est un roman où il y a une violence contre les femmes d'abord, qui est mise en scène, mais où on voit aussi des attitudes misogynes qui sont clairement approuvées par Simenon lui-même. C'est pour ça que j'ai voulu parler un petit peu de cette histoire de masculinité toxique, parce que je pense que Simenon dit quelque chose d'intéressant sans le vouloir, en fait. C'est-à-dire que lui, Simenon est sexiste. Et donc, il représente un monde qui fonctionne de manière sexiste, mais où c'est considéré comme acceptable, en fait, par tous les personnages, y compris par Maigret. Mais en réalité, je pense que derrière ça, sans le vouloir, il nous montre en fait un monde qui est dominé par une masculinité toxique et qu'on peut analyser de cette manière. Je pense que c'est ça qui est intéressant. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Ouais, c'est un roman c'est un roman des années 50, mais qui est aussi écrit par un auteur plutôt conservateur dans les années 50. Bon, je sais, j'ai lu un tout petit peu que dans sa vie réelle, les femmes, ça se comptait par milliers, mais enfin, ce n'est pas de mon problème, c'est le sien. Ce que j'ai trouvé quand vous avez parlé de Balzac, en faisant des comparaisons, au fait, Balzac, tout au fond de lui, avait une admiration pour les femmes. Et ça n'existe certainement pas chez Maigret. Dans les histoires, c'est facile à trouver des histoires pour Balzac dans lesquelles les femmes jouent de différents rôles, mais tout au fond de lui, il y avait quand même une attitude vis-à-vis des femmes qui valorisait la femme. Même ces histoires de sa vie avec cette Madame Lanska, je crois. Madame Lanska, oui. Madame Lanska, c'est quand même une histoire d'amour exceptionnelle. Mais oui. Par contre, tout ce que nous avez dit sur la vie de Maigret et son style, c'était très intéressant. Merci. Mais non, vous avez raison. Simenon était quelqu'un, oui, qui a collectionné les relations dans sa vie, ce qui, comme vous dites, c'est pas vraiment un problème. Mais le problème, c'est qu'il le faisait souvent en trompant ses femmes. Il a été marié plusieurs fois, mais il avait aussi beaucoup de maîtresses en même temps. Donc ça, c'est plus embêtant parce qu'il part de mensonges et de malhonnêteté. Mais vous avez entièrement raison. C'est une analyse intéressante quand on compare à Balzac. Alors, je suis d'accord que Balzac arrive à créer des personnages féminins avec une part d'agentivité et un rôle important qui est plus riche que chez Simenon. Il y a de la misogynie chez Balzac aussi. Il y a énormément de femmes victimes ou de femmes un peu dépossédées de leurs moyens où c'est l'homme qui doit intervenir. Mais chez Simenon, c'est vrai qu'on sent que la femme idéale chez Simenon, c'est Madame Maigret, qui reste à la maison et qui ne dit pas grand-chose. Je suis entièrement d'accord avec vous. Oui. Oui, bonjour. Je voulais témoigner. Je suis arrivée un petit peu en retard, excusez-moi. C'est vraiment un témoignage d'une certaine époque aussi.
Parce que finalement, dans le roman, on voit bien que les femmes policières, ce sont que des auxiliaires qui s'occupent que des enfants de la prostitution, que même parmi les jurés, les femmes ne sont pas admises à cette époque-là non plus. Donc c'est vraiment un témoignage d'une certaine époque, des années 50. Absolument. Oui, oui, vous avez 100% Alors, raison. Oui. c'est vrai que je me posais la question, est-ce que dans les autres Maigret, les femmes ont cette part-là aussi, ou est-ce qu'elles sont un peu plus présentes? J'ai lu Maigret il y a longtemps, mais je ne me souviens plus. Alors, j'ai pas lu les Maigret les plus tardifs, en fait, ceux fin des années 60, années 70. Donc, je ne saurais pas dire si, après les années 60 et la révolution sexuelle, s'il y a un changement dans les représentations. Mais dans les Maigret classiques, les femmes ne sont pas très, très présentes. Ce que je dirais, c'est que Maigret étant un piège est un Maigret particulier parce que c'est un Maigret qui parle des femmes, en fait. Dans la plupart des autres Maigret, elles sont moins importantes. Ici, il parle des femmes. Et c'est pour ça que ça crée ce paradoxe. C'est un roman où il décide de leur donner beaucoup d'importance, mais il tient un discours qui est très misogyne. Ce que je dirais aussi, ce dont il faut qu'on se souvienne aussi, c'est que culturellement, la France, en 1955, venait de donner le droit de vote aux femmes aussi. Les femmes ont eu le droit de vote seulement après la Deuxième Guerre mondiale en France. C'est un pays qui a donné le droit de vote très tard. Par rapport à d'autres pays européens et occidentaux. Et ensuite, Simenon est allé vivre en Suisse, qui a donné le droit de vote aux femmes dans les années 70, ce qui est incroyable quand on y pense. Donc, ouais, quand Simenon écrit, le rôle public des femmes dans l'État et dans le fonctionnement public de la société était en train de se transformer, en fait. Ouais. Et je me demande si Simenon ne sent pas ça, en fait, et qu'il exprime une certaine nervosité masculine envers ça, je pense. Je crois qu'il y a quelque chose sur la transformation du rôle des femmes qui vont pouvoir prendre un rôle plus égal avec les hommes. Et inconsciemment, il y a ça dans le roman. Je pense que l'inconscient de Simenon est intéressant dans ce texte, plus que son conscient, presque. C'est vrai, par le terme aussi qu'il a caractérisé les femmes, les Madame Mansin, des femelles dominatrices. Bon, oui. C'est un petit peu fort quand même comme terme. Oui, c'est terrible. Oui, absolument. Oui, vous avez absolument raison. Il utilise le mot femelle à quelques reprises, ce qui est pas très bien, évidemment. C'est un terme offensant. Et on sent qu'il y a une ambiguïté sur la culpabilité, justement. Est-ce que le tueur a été poussé à tuer? Est-ce que c'est de sa faute? Donc, je pense que Maigret reconnaît que c'est sa faute à lui, au tueur. Mais il accuse le tueur de ne pas être un homme. Donc, Maigret lui-même a une idée de la masculinité qui est très traditionnelle aussi, qui est très conservatrice. Et on ne sait jamais très bien si Maigret l'accuse pour le mettre en colère ou s'il l'accuse parce qu'il croit vraiment que cet homme n'est pas vraiment masculin. Donc, c'est un roman qui est très problématique, mais qui est intéressant, je pense, pour ce caractère problématique. Il est intéressant pour sa construction aussi, son écriture, mais sur le sujet qu'il choisit, il y a quelque chose d'intéressant. Mais c'est très intéressant aussi sur le fait que ce soit le seul roman qui parle d'un tueur en série, et ce tueur en série est un féminicide. Parce que historiquement, dans l'histoire du crime, les tueurs en série sont souvent des féminicides. Et le tueur en série originel, si on veut, qui est Jack l'Éventreur, Jack the Ripper, c'est un féminicide aussi. Et qui tue en plus des prostituées, donc des femmes qui sont à la marge de la société, qui sont rejetées, auxquelles toute la société dénie une légitimité. Et en reprenant le modèle de Jack l'Éventreur, et il mentionne Jack l'Éventreur plusieurs fois dans le livre, en reprenant ce modèle-là, il construit ce même type de modèle où le tueur, en tuant les femmes, symboliquement refuse leur accession à une égalité sociale, en fait. C'est ça qui arrive. Donc, je pense qu'il y a une nervosité dans ce roman sur le concept d'égalité entre les sexes, je crois. Et malheureusement, Simenon n'a pas vraiment la bonne position sur le sujet. Mais il sent un sujet qui est important pour son époque, je crois. Oui, Sylvia.
Il y a quand même un peu d'ambiguïté sur la sexualité du coupable. À un certain moment, est-ce qu'il l'accuse d'être homosexuel? Je n'ai pas bien compris juste à quel point ça va. C'était ambigu. Oui. Oui, vous avez raison. J'ai eu cette interrogation aussi. Je me suis demandé. Et je pense que si on se pose la question, c'est que Simenon voulait qu'on se pose la question. Donc ça, c'est encore plus problématique, bien sûr. Mais je ne pense pas qu'il l'accuse d'homosexualité. Je pense qu'il l'accuse plutôt de ne pas avoir développé une sexualité adulte, en fait. Donc d'être plutôt de ne pas avoir de sexualité. Mais je suis d'accord qu'il y a une ambiguïté qui est évidemment encore plus problématique. Mais je pense que ça correspond aussi à une certaine époque créative dans les années 50, début des années 60, où le freudisme était très populaire dans le genre policier. Donc les théories de Freud influençaient beaucoup le genre policier parce que ça m'a beaucoup fait penser à Psycho de Alfred Hitchcock, à Psychose de Hitchcock, où on a le même type de personnage finalement. Norman Bates, c'est un peu le même type de personnage qui tue parce qu'il a un attachement pathologique à sa mère. Et cet attachement pathologique l'empêche d'affirmer sa masculinité, entre guillemets, donc une certaine vision traditionnelle de la masculinité. Donc il tue des femmes pour affirmer cette masculinité qui n'a pas le droit de devenir mûre. Donc il y a le même problème d'un homme, parce que Norman Bates, il y a le même problème finalement d'ambiguïté sexuelle autour de Bates. Et pour moi, c'est une certaine interprétation des théories de Freud à cette époque, qu'on voit dans plusieurs textes et qu'on voit beaucoup chez Hitchcock à cette époque. Pas seulement dans Psycho, dans Psychose, mais dans d'autres films. Ouais. Ouais, mais je suis d'accord avec vous, Sylvia. Oui, c'est encore une pierre dans le jardin de Simenon, malheureusement, dans ce texte. Carole? Oui, je vois aussi qu'il n'y a pas d'enfant, ni les Maigret, ni le coupable. Et est-ce que ça, c'est un signal d'un manque de quelque chose ou est-ce que c'est pour avoir un narratif plus simple? Oh, ça, je pense que c'est plus juste typique du genre à cette époque. Il n'y a pas... Sherlock Holmes n'a pas d'enfant, Hercule Poirot n'a pas d'enfant. Mais il n'a pas d'épouse non plus. C'est vrai, c'est vrai. Alors, mais ça, ça c'est vrai. On pourrait faire une étude sur les premiers romans policiers autour de la sexualité des personnages principaux. Parce qu'il y a cette idée que le détective, homme ou femme, parce que Miss Marple de Agatha Christie, c'est la même chose, l'idée que le détective, pour être purement dans la détection, ne doit pas avoir d'attache affective. Donc, Hercule Poirot, Sherlock Holmes, Miss Marple, etc., n'ont pas de compagnon. Mais Maigret a une femme, c'est l'un des premiers, en fait. Mais il n'y a pas d'enfant, c'est vrai qu'il n'y a pas d'enfant. C'est intéressant. Je pense pas que ce soit négatif parce que Maigret n'a jamais d'enfant dans la série. C'est un personnage complètement positif. Mais pourquoi est-ce que Maigret n'a pas d'enfant? Il n'y a jamais d'explication. Et ici, Monsin, ouais, je ne sais pas du tout. C'est une bonne question. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont une opinion sur le sujet. Moi, j'ai pas d'opinion. Mais c'est vrai ça. Oui, Diane? Oui, j'excuse mon français, je ne parle pas aussi bien que vous autres, mais je vais essayer. Ce que j'ai trouvé qui m'a beaucoup plu, c'est que vous avez dit qu'il y a beaucoup de dialogue et une narration centrée sur la procédure. Mais ici et là, il décrit ou le temps ou un quartier et c'est presque poétique. C'est très beau quand il parle de la pluie si fraîche et si savoureuse, là au moment où Maigret va sortir sa langue et puis va goûter une petite goutte de pluie. Et bon, j'ai trouvé ça ici et là et c'était très différent du reste du roman. Avez-vous quelque chose à dire sur ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'il fait dans ses romans?
Oui, vous avez raison. Alors d'abord, je trouve que votre français est excellent, donc ne dites pas que vous ne parlez pas bien parce que c'est faux. C'est vrai, vous avez raison. Cette scène où il sort la langue pour goûter la pluie, c'est très frappant. C'est presque un geste enfantin. C'est peut-être Maigret l'enfant, finalement, dans ce livre. Je suis d'accord avec vous. Il y a des petites touches, et c'est vrai que Simenon fait ça très bien. Il arrive à mettre juste quelques touches descriptives qui peuvent créer un ressenti, une espèce d'immersion pour le lecteur. On sait toujours à quel moment on est, quel type de sentiment, quel type d'atmosphère il y a. La chaleur étouffante de Paris. Moi, comme je disais, quand je lisais les pages sur la chaleur à Paris au mois d'août, j'ai vraiment reconnu ça, cette chaleur du mois d'août. Et ensuite, quand il y a l'orage et il ouvre les fenêtres pour faire entrer de l'air frais et tout ça. Mais c'est un travail très minimal, mais Simenon va toujours chercher la chose la plus simple, mais la plus frappante pour donner ce sentiment. Et comme cette scène de Maigret qui sort la langue pour goûter la pluie, comme vous dites, c'est très mémorable en fait. C'est très court, mais ça suffit pour qu'on comprenne le sentiment de Maigret, pour qu'on comprenne ce qui se passe, pour qu'on soit plongé dans une petite parenthèse qui arrête un peu l'enquête. Avec juste une phrase, en fait. Donc ça, c'est... Oui, merci d'avoir relevé ce moment-là, parce que je l'avais oublié, mais c'est assez typique de ce que peut faire Simenon. Oui, il y a aussi le moment où il est avec Tissot et Monsieur Pardon, est-ce que c'est là? Et il décrit la pluie si légère que les gouttelettes semblaient se poser délicatement les unes les autres pour former sur le pavé une sorte de lac sombre. J'ai beaucoup aimé cette description. Oui, c'est vrai, c'est beau, ouais. Mais Simenon, c'est un auteur, oui, mais vous avez raison. C'est un auteur intéressant parce que c'est un auteur, quand il est arrivé à Paris, il est entré dans les milieux littéraires sérieux, entre guillemets, les milieux de la haute littérature. Et il a été publié notamment avec l'aide de Colette. Donc vous connaissez peut-être Colette, qui est voilà, la grande autrice française de la première moitié du XXe siècle, qui dominait vraiment le monde littéraire parisien. Elle était extrêmement célèbre en tant qu'autrice, mais aussi en tant que personnage dans le monde culturel français. Et Simenon et Colette étaient célèbres pour aider des jeunes écrivains. Et Simenon est donc allé voir Colette. Je pense qu'il a dit qu'il a eu une liaison avec Colette. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais Simenon disait qu'il avait des liaisons avec tout le monde. Donc bon, c'était un peu... Et donc, il a raconté qu'il est allé voir Colette et que la relation a été difficile au début parce qu'elle trouvait qu'il écrivait mal, mais elle a fini par le pousser. Et donc, il est entré dans ce monde littéraire et lui voulait devenir un grand écrivain sérieux. Il était ami avec Gide, il s'écrivait des lettres, etc. Et donc, le premier but de Simenon, c'était d'être un grand écrivain reconnu. Et ensuite, il a découvert que son talent le menait plus vers le roman policier, vers le roman populaire. Mais il a gardé des techniques d'écrivain littéraire, en fait, qu'on retrouve dans les Maigret. Donc, il y a une volonté d'éliminer le plus possible les complications esthétiques, mais il conserve ces techniques. Et je pense que là, on voit l'écrivain avec une formation classique exigeante qui va mettre des petits moments esthétique très, très brefs qui aident à la visualisation et à l'immersion. Donc, je pense que ça vient de ça, ça vient de son parcours d'écrivain. Ouais. Merci. Merci. Je peux vous montrer, sinon, si vous êtes curieux, je peux vous montrer un extrait d'une des adaptations de Maigret tend un piège. En fait, c'est la série. Alors, je n'ai pas trouvé d'extrait du film avec Jean Gabin, mais on peut trouver la bande-annonce sur YouTube avec Jean Gabin. Mais vous pouvez trouver sur YouTube l'épisode de la série avec Bruno Kremer. Donc, moi, j'aime beaucoup parce que c'était une série que je regardais, donc, comme j'ai dit, quand j'étais petit. Et je vais vous montrer juste une scène du début. Le dialogue avec le juge Comelio dans son bureau. Voilà, je vais essayer de vous partager ça, si je peux l'agrandir.
Donc vous voyez, la qualité de l'image vaut ce qu'elle vaut, mais vous voyez Maigret, Bruno Kremer à droite et le juge Comelio à gauche. Tout cela est vrai? De quoi parlez-vous? Lisez. Vous avez effectué une arrestation? Pas que je sache. Vous fichez de moi, Maigret? La police tient-elle le tueur? Je vous fais remarquer, commissaire, que nos bureaux sont distants de 200 mètres l'un de l'autre, que nous sommes reliés par téléphone et qu'hier j'ai travaillé jusqu'à 9 h du soir. Quand un événement aussi important... Il n'y a pas eu d'événement important, monsieur le juge. Et c'est ça, les journalistes ont tout inventé. Oui, ils ont fait des suppositions. Oui. Autrement dit, il ne s'est rien passé. Ces messieurs ont supposé qu'un inconnu a été amené à votre bureau, ou, toujours supposition, cet inconnu a été interrogé pendant plus de 6 heures avant d'être envoyé au dépôt, ou je suppose... Je n'ai interrogé personne, monsieur le juge. Vous feriez bien de vous expliquer, Maigret, afin que je puisse à mon tour fournir des explications au procureur général qui les attend avec impatience. Qui est cet homme qui se cache derrière son chapeau? Pierre Mazet, l'inspecteur Pierre Mazet. Un garçon qui a travaillé dans mon service il y a une dizaine d'années. Il a été muté dans les colonies, il est revenu et il désirait réintégrer mon service. C'est pour le recevoir que vous avez soulevé ce branle-bas de combat? Oui, monsieur le juge, j'avais besoin d'un homme dont le signalement ne soit familier ni au public ni à la presse. Mais je n'ai prononcé aucun mot laissant entendre que cette visite avait un rapport quelconque avec les crimes du XXe. Vous n'avez pas démenti. Résultat? Le résultat que j'attendais. Mais quel résultat? De toutes les façons, vous auriez dû me consulter. Au moins me tenir informé. J'ai cru qu'il était préférable de ne pas vous faire partager ma responsabilité, monsieur le juge. Mais la responsabilité de quoi? C'est assez compliqué. Mais j'ai pensé que ça valait la peine de tenter quelque chose. Excusez-moi, Maigret, mais plus vous m'expliquez, moins je comprends. Justement, monsieur le juge, j'aimerais vous faire rencontrer quelqu'un qui m'aidera à mieux vous faire comprendre. Voilà. Donc, c'est intéressant parce que donc Bruno Kremer joue vraiment Maigret avec toute la lenteur, la patience du personnage, avec un contraste très vif avec le juge Comelio qui est plus petit, plus nerveux, beaucoup plus rapide, beaucoup plus colérique. Les dialogues c'est un peu plus long que la scène dans le livre, mais une partie des dialogues sont exactement identiques. C'est une adaptation très fidèle du roman. Et cette série avec Bruno Kremer est connue pour sa fidélité au roman et sa volonté de reconstitution. Alors, donc Jennifer, je vois votre message. Est-ce que c'était difficile pour Simenon d'accepter qu'il était plus doué à écrire des romans policiers au lieu des romans plus sérieux, entre guillemets, vu qu'il voulait devenir un grand écrivain? Alors, c'est une très bonne question. La réponse est oui, en fait. Comme beaucoup, en fait, ce n'est pas le seul qui a été dans ce cas dans l'histoire du roman populaire. Il y a beaucoup d'exemples d'auteurs qui avaient des ambitions beaucoup plus sérieuses, mais qui ont fini par être reconnus plus pour leur œuvre populaire que pour leur œuvre sérieuse. On peut penser à H.G. Wells en science-fiction, même Arthur Conan Doyle dans le roman policier, ont eu des problèmes similaires. Et chez Simenon, il y a eu une volonté permanente de se débarrasser de Maigret. Comme je disais au début, dès 1934, il a écrit un roman où Maigret prenait sa retraite, en fait, parce qu'il était trop vieux. Et donc, il a dit, ça y est, j'ai fini. Mais il n'a jamais fini. Et Simenon a été... il y a un exemple très célèbre de frustration littéraire de Simenon. C'est quand il a écrit... Alors, je ne me souviens plus du nom du roman. Il a écrit un roman juste après la guerre qui s'appelait La veuve Quédic, je crois. Je ne me souviens plus. Et c'est un roman qui est sorti en même temps que L'étranger d'Albert Camus. Et le sujet est très similaire, en fait. Le personnage principal est très similaire au personnage de Meursault dans L'étranger de Camus. Mais c'est beaucoup moins innovant, c'est beaucoup moins moderniste que Camus. Il n'y a pas la réflexion sur l'absurde de Camus. Donc le roman de Camus est meilleur, hein, mais pour Simenon, Simenon voyait surtout les similarités et Simenon trouvait que son roman était meilleur. Et il a été dégoûté par la réaction de la critique et du milieu intellectuel
qui a dit que le roman de Camus était un des meilleurs romans français de son époque et qui a complètement ignoré le roman de Simenon. Mais certains ont dit que le roman de Simenon était meilleur. Je me demande si André Gide, justement, n'a pas dit que le roman de Simenon était meilleur. Mais il l'a dit pour des raisons très classiques. Il a dit il y a plus d'analyse psychologique chez Simenon. Donc Gide n'a pas compris l'intérêt du roman de Camus, en fait. L'intérêt de L'étranger de Camus, c'est qu'il n'y a pas d'analyse psychologique. Donc il n'a pas très bien compris la nouveauté de L'étranger de Camus. Et pour Simenon, c'était une affaire politique. Parce que Camus avait été dans la résistance pendant la guerre. Et donc Camus était un personnage acceptable, un héros. Et donc on pouvait dire du bien du roman de Camus. Alors que Simenon, lui, Simenon n'était pas collaborateur pendant la guerre, mais il n'a pas beaucoup résisté contre les Allemands, on va dire. Il n'a pas fait d'histoire. Il a mené une vie très tranquille pendant la guerre. Et donc pour Simenon, c'était une affaire politique. Voilà, lui, c'était un méchant, Camus, c'était un gentil, donc tout le monde valorisait Camus. Donc ça montre un peu aussi la naïveté de Simenon qui ne comprend pas très bien la valeur littéraire de L'étranger de Camus, mais c'est un bon exemple de ces frustrations littéraires perpétuelles, en fait, qu'il a fini par accepter. Mais il a quitté la France après la Deuxième Guerre mondiale. Il est parti vivre en Amérique du Nord pendant 10 ans. Il a vécu au Québec, il a vécu en Californie, en Arizona, au Nebraska, à New York, dans le Connecticut. Il a traversé l'Amérique du Nord juste pour oublier la France pendant 10 ans, parce qu'il était frustré. Carole, oui? Oui, j'ai une question. Est-ce qu'il a gagné beaucoup de Maigret? Et deuxièmement, est-ce qu'il a jamais pris un nom de plume? Parce que parfois, les écrivains prennent des noms de plume pour les genres différents. Oui, très bonne question, oui. Alors oui, il a gagné beaucoup d'argent avec Maigret. C'était un succès énorme. Chacun de ses livres était un succès, puis il y avait toutes les adaptations cinématographiques et télévisées, donc il a fait beaucoup d'argent. Il a vécu dans des villas magnifiques dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, etc. Est-ce qu'il avait des noms de plumes? Oui. Il a utilisé beaucoup de noms de plumes dans la première partie de sa carrière, avant Maigret, en fait. Pendant les 10 premières années de sa vie, non, pas de sa vie, mais de sa carrière, il n'a presque pas publié sous son nom, en fait. Il a utilisé beaucoup de pseudonymes différents, notamment quand il écrivait des choses un peu risquées, comme des romans érotiques, bien sûr. Mais pendant longtemps, son nom de plume, il a beaucoup utilisé le nom de plume Georges Sim, parce qu'il trouvait que Simenon, c'était trop compliqué. Et Colette l'appelait mon petit Sim, en fait. C'était son surnom. Et donc, il a beaucoup signé Georges Sim. Mais oui, je pense qu'il a utilisé plus de 17 pseudonymes différents, je crois. Et pendant les 10 premières années, avant Maigret, il a écrit, je crois, plus d'une centaine de romans. Il a énormément écrit, même avant de devenir célèbre, parce qu'il devait gagner sa vie, en fait. Et donc, il avait le rythme d'écriture de quelqu'un qui devait gagner sa vie, mais il avait le succès de quelqu'un qui n'avait pas besoin d'écrire aussi vite. Donc il a gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Surtout quand il a publié aux presses de la Cité, dans la dernière partie de sa carrière, à partir des années 40-50. Les presses de la Cité, c'était un éditeur qui se spécialisait dans le roman populaire, qui a publié beaucoup de science-fiction aussi, et ça se vendait partout. Les presses de la Cité, on trouvait ça partout, même dans les bureaux de tabac, dans les gares, etc. On pouvait toujours trouver le nouveau Maigret, où qu'on aille, dans les supermarchés. Ouais, on trouvait toujours Maigret quelque part. Merci. Oui, Matthew? J'ai un petit commentaire. J'ai vu le film avec Jean Gabin et en lisant le roman, j'ai trouvé qu'il y a plusieurs petites différences entre dans l'histoire. Par exemple, le piège, le sujet du piège à Pierre Mazet qui est mentionné dans le clip de YouTube que vous avez que
que vous avez montré. Ah, Oui, au film, il n'était pas une agent de policier, il était une criminel, pas un tueur, mais un voleur. Et il rend un service aux police et il dans le film il y a beaucoup de moments comiques qui n'est et ce type-là le Mazet un des moments comiques, c'est qu'il il va plus loin que Maigret lui dit. En parlant avec les journalistes, par exemple. Et il y a beaucoup d'autres choses. Il y a un boucher qui est le premier qui est suspect des crimes parce qu'il y a un couteau et il figure plus tard dans l'histoire. C'était intéressant parce que je pense que maintenant, avec les séries télévisées, il y a une idée d'être beaucoup plus fidèle qu'auparavant, et en particulier avec les films pour le cinéma. Oui, oui. Ça, c'est très intéressant, merci, parce que moi, j'ai pas vu le film avec Jean Gabin. Donc, j'avais lu qu'il y avait des différences, mais je ne savais pas exactement quoi. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et je sais que Simenon a beaucoup été très fâché avec les différences de certaines adaptations avec ses livres. Notamment beaucoup beaucoup d'acteurs qui jouaient Simenon, qui jouaient Maigret, pardon, n'étaient pas à son goût et il désapprouvait du choix des acteurs. Donc Jean Gabin, il était content, mais il a dit le problème avec Jean Gabin, c'est qu'on voit que ce n'est pas un fumeur de pipe, en fait. Apparemment, Jean Gabin ne fume pas bien la pipe. Et avec d'autres acteurs, il a dit à vous, on voit que vous êtes un fumeur de pipe, notamment Jean Richard, qui a joué dans la série. Et il n'était pas content quand il y avait des trop grandes différences avec son sujet aussi. Mais vous avez raison, avec les séries modernes, on cherche beaucoup plus la fidélité, surtout pour des œuvres un peu anciennes. Et pour moi, la série française Maigret avec Bruno Kremer, elle cherche vraiment à reproduire le modèle, je l'ai déjà dit, mais à reproduire le modèle de la série Poirot avec David Suchet, qui a vraiment la série Poirot avec David Suchet qui a commencé dans les années 80. Le but, c'était vraiment de faire une adaptation fidèle de tous les romans de Poirot. Et ils ont fait tous les romans. Et avec Maigret, c'était la même chose. C'était on va être absolument fidèle, on va reproduire. Mais je n'ai pas vu l'adaptation avec Rowan Atkinson. Parce que Rowan Atkinson a fait seulement 3 saisons avec peu d'épisodes, mais ils ont fait Maigret en un piège. Donc, il y a une version de Maigret en un piège avec Mr. Bean dans le rôle de Maigret. Et je pense que ça doit être intéressant parce que je ne sais pas s'ils ont gardé la fidélité au sujet parce que je pense qu'adapter cette histoire aujourd'hui, c'est difficile parce que c'est une histoire où il y a tellement de misogynie, justement. Donc, je pense que pour l'adapter aujourd'hui, il faut faire des changements. Donc, j'aimerais bien, je vais essayer de voir la version avec Rowan Atkinson. Si certains d'entre vous l'ont vu, Patricia, est-ce que vous l'avez vu? Non, mais je suis d'accord avec Mathieu parce que j'ai regardé le film avec Jean Gabin et j'ai trouvé que le film a ajouté beaucoup de choses qui n'étaient pas dans le livre et ça a donné un film un peu
confuse et ce n'était pas la ligne droite que Simeon a dans le livre. Et j'ai préféré le livre que le film, mais c'était bien de regarder Jean Gabin quand même. Oui, oui, c'est toujours bien de regarder Jean Gabin, je suis d'accord avec vous. Oui. Oui, Sylvia? J'ai vu une adaptation par la télévision suisse romande et c'était très fidèle, excepté que l'agente qui doit être le piège est remise dans la même situation avec l'assassin. Et ça, j'ai trouvé extrêmement traumatisant. Oui. C'est pas simplement qu'elle est là en train de regarder la lumière du ciel pour qu'elle reconnaisse le personnage. Donc, elle doit faire le même geste et j'ai trouvé ça, bon, du point de vue traumatisme, ben, on ne peut pas aller plus loin. Oui, oui, effectivement, oui, elle aurait le droit de se plaindre aux ressources humaines. Effectivement, oui, c'est étrange d'ajouter ça, effectivement. C'était très fidèle. D'accord. Fidèle, oui. Ah, télévision suisse romande, Oui, intéressant. c'était gratuit, là, sur vidéo, alors je l'ai pris ça. Ah, super, d'accord. Ah, ben, j'essaierai de regarder ça aussi. C'est une bonne idée, merci. Mais oui, donc comme je vous disais, il y a un très grand nombre d'adaptations. Donc, on peut trouver des versions de ça. Moi, j'ai un attachement sentimental à la série avec Bruno Kremer, mais je pense que toutes les adaptations sont intéressantes parce qu'elles doivent toutes prendre des décisions différentes. Parce que c'est un sujet très court. Donc, si on veut l'adapter au cinéma dans un film d'1h30 ou 2 heures, on doit enrichir un peu. Oui. Avec une série télé, c'est plus facile, c'est plus court. On peut faire plus court, mais et je pense qu'aujourd'hui, évidemment, le problème, c'est la façon dont le sujet est traité par Simon, qui est très problématique. Donc là aussi, il faut faire des adaptations. Donc je vais essayer de voir la version avec Rowan Atkinson pour voir. Je n'ai jamais vu la série avec Rowan Atkinson de Maigret. J'ai vu aucun épisode, donc je ne sais pas si c'est bon ou pas. Ça va être intéressant. Je l'ai enregistré, j'en ai 3 et j'ai commencé hier soir. Et je trouve, je vais avoir du mal à voir Atkinson comme Maigret. Oui. C'est ça, il est trop petit et enfin aussi, je le vois plutôt comme dans ses autres rôles. Alors, ça va prendre un peu de, I don't know. En tout cas, je vais essayer. J'en ai 3 que j'ai enregistrés. Très bien, très bien. Ouais. Oui, c'est un choix surprenant d'acteur. Je suis d'accord. Il n'a pas le physique de Maigret nécessairement. Non, ni son visage. En tout cas, je vais le voir, le regarder et prendre une décision à la fin. Très bien, très bien. Mais je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Avez-vous un courriel Oui, mais je peux vous donner mon courriel. Je ne pense pas que je l'ai donné la dernière fois. Si jamais, voilà, vous pouvez toujours me contacter à patrick.moran@ubc.ca. Moran@ubc.ca. Oui, c'est ça. Bon. Okay. Oui, si jamais, après les clubs de lecture, si jamais vous avez envie de discuter davantage ou de poser des questions sur les textes dont on a parlé, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel. J'ai eu, quand j'avais parlé de Tristan et Iseux, certains d'entre vous m'ont envoyé des messages après pour poser des questions. Le club de lecture continue après le club de lecture, en gros. Mais, oui, Corinne? Est-ce que toutes les femmes assassinées étaient travailleuses? Elles ont travaillé? Je ne me souviens pas. C'est une bonne question. Oui, non, il y en a une qui était femme de maison. Ah, d'accord. Oui, parce qu'il y a une prostituée, il y a une sage-femme, il y a une 17 avril, une couturière, donc qui travaille aussi, une employée des postes. Non, ensuite, le 21 juillet, c'est Georgette Lecoing, mariée, mère de 2 enfants. Donc, il n'y a pas de profession indiquée. Non. Mais elle était dans la rue parce qu'un de ses enfants était malade, donc elle va à la pharmacie. Mais ceci dit,
je vois pourquoi vous posez la question, parce que c'est cette question de qu'est-ce qui motive le tueur, est-ce qu'il y a justement ce changement dans le statut des femmes. Mais de toute façon, les féminicides comme ça dans la rue, c'est parce que la rue est un lieu public, en fait. Donc, c'est interdire aux femmes d'être dans la place publique, finalement. Ce type pour revenir à ce qu'on disait tout au début, tuer des femmes dans la rue, c'est leur dire que la rue n'est pas sûre, en fait, que la rue n'est pas un endroit naturel pour les femmes, en fait. La rue, c'est pour les hommes et les femmes doivent rester à la maison. C'est dans cette idée, justement, réactionnaire que les femmes sont dans la sphère privée uniquement. Et je pense que ça entre quand même dans cette logique politique qu'on a vue et que Simenon perçoit inconsciemment, en fait. Oui. Je m'intéresse aussi à cette idée de mobilité sociale. Je ne veux pas parler trop du livre pour ceux qui n'ont pas lu le livre, mais oui, avec cet architecte qui est suspect. Oui, il ne travaille pas beaucoup. C'est un homme réussi, mais il n'est pas vraiment réussi parce qu'il n'arrive pas à travailler beaucoup. Il n'a pas de diplôme. C'est un fils de boucher. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Vous avez raison. Il y a quelque chose d'étrange dans la représentation de l'ascension sociale. Et je pense qu'on voit encore le Simenon conservateur qui montre, c'est un personnage qui est inadéquat. Il est inadéquat sexuellement dans sa relation aux femmes, mais il est aussi inadéquat professionnellement, socialement. C'est un fils de boucher qui est architecte, mais ce n'est pas un vrai architecte parce qu'il n'a pas un diplôme d'architecte. Et dans la société française, à cette époque, le diplôme, c'est tout. Mais je dis à cette époque, même encore aujourd'hui, le diplôme dans l'idéologie sociale française reste un élément très important. Et j'en fais partie. Hein. J'ai été dans j'ai fait mes diplômes en France, donc je sais ce que c'est. Mais et donc Maigret dit mais donc vous n'êtes pas vraiment architecte parce que vous n'avez pas le diplôme d'architecte. Et ensuite il lui dit vous êtes un raté professionnellement, mais c'est pas un raté parce qu'il a un appartement boulevard Saint-Germain et il a une bonne. En fait c'est quelqu'un qui a réussi socialement, qui a beaucoup d'argent à cause du quartier où il habite, à cause de son statut social. Donc c'est très étrange cette représentation du personnage. Qui veut faire une ascension sociale, mais qui ne peut pas, et qui veut se définir face aux femmes, mais qui ne peut pas. Et je pense qu'il y a aussi, il y a une peur de Simenon de la libération des femmes et l'égalité des genres, et il y a une peur de Simenon peut-être aussi envers cette mixité sociale. Mais Simenon aussi était quelqu'un qui était socialement mélangé. C'était un Belge qui était venu à Paris. C'était quelqu'un qui n'avait pas sa place dans le milieu littéraire parce qu'il était hyper célèbre et il se faisait beaucoup d'argent, mais le milieu littéraire sérieux le méprisait. Donc c'est quelqu'un qui lui-même était en inadéquation sociale. Et donc peut-être que le personnage qui représente Simenon dans ce roman, c'est le tueur en fait, qui a un rapport toxique aux femmes, qui a un rapport toxique à son ascension sociale. Finalement, Simenon, c'est le tueur. Simenon, c'est pas Maigret, peut-être, si on veut analyser l'inconscient de Simenon. C'est assez intéressant. Je n'avais pas pensé à ça, à cette question de l'ascension sociale. Merci de l'avoir mentionné. Il y avait aussi ce thème avec Maigret même, avec le psychologue chez le docteur. Oui, il voulait toujours être comme un psychologue, mais il travaille comme un policier judiciaire, comme ça. Mais c'est lui, en fait, qui réussit à attraper les criminels et d'arrêter ces gens. Oui. Simenon a la fascination de la police que seuls des non-policiers ont, des auteurs de romans policiers. Il y a une espèce de sanctification de la police qui est problématique aussi, bien sûr, et qui est typique de quelqu'un qui n'a jamais été policier, je pense, sans doute. Mais ce qui est intéressant avec Maigret, c'est que Maigret est un personnage qui a fait une ascension sociale légitime chez Simenon.
parce que c'est quelqu'un qui vient de la campagne, de la province, qui vient à Paris, et il commence comme simple policier dans la rue. Et il a monté tous les grades pour devenir commissaire. Et il y a même, dans le roman, il mentionne même un autre commissaire qui, lui, est devenu commissaire par concours. Et le roman suppose que ça, c'est peut-être moins bien que Maigret. Donc, Simenon valorise quand même Maigret, qui est devenu commissaire par le travail, plutôt que par un concours. Mais les concours, ça aussi, c'est très français. Et il y a peut-être ici une sorte de distance un peu ironique de Simenon le Belge, qui voit la culture française des concours. Là aussi, hein, moi je suis français, j'ai fait beaucoup de concours, donc je sais ce que c'est. Enfin, je ne suis pas en train de me mettre à l'extérieur. Et dans la fonction publique, pour devenir fonctionnaire de l'État, très souvent, on fait un concours. Pour devenir enseignant à l'université, on fait un concours. Pour devenir commissaire, on fait un concours. Pour devenir préfet, etc. C'est très classique. Mais Maigret n'a pas fait les concours. Donc oui, il y a quelque chose de très complexe sur l'ascension sociale dans ce roman. C'est vrai, c'est très intéressant. Moi, je trouve aussi qu'il faut dire que le livre, il date des années 50. Donc, la société française n'était pas du tout comme maintenant. Les femmes, elles ont eu le droit de vote en France, je crois, après la Seconde Guerre mondiale. Ça a été un des pays les plus retardataires à la donner. Après, je crois qu'il a fallu attendre 1960 pour qu'une femme ait le droit de travailler sans l'accord de son mari et d'avoir un compte en banque à son nom. Donc, en fait, le livre de Maigret, il reflète la société française de ces années-là, quoi. Oui, non, vous avez absolument raison. Oui, l'histoire du droit de vote, on l'a mentionné un peu plus tôt, mais vous avez raison. Cette histoire de l'autonomie de la femme dans le travail, effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est arrivé encore plus tard. Donc tout à fait, il y a des représentations sociales ici qui viennent de Simenon et aussi de ses positionnements politiques conservateurs, mais qui sont aussi le reflet d'une structure juridique, en fait, qui est non égalitaire, absolument, en 1955, complètement. Oui, Sylvia? Je voudrais aussi ajouter que l'interprétation freudienne de Freud est très à la française de cette époque. C'est-à-dire, ils ont choisi ce qui leur convenait pour mettre tout sur le dos des femmes. Parce qu'en fait, la mère est la coupable. Oui, complètement. Oui. C'est une certaine lecture de Freud qui était en vogue à l'époque, tout à fait, absolument. Oui, 100% d'accord. Et je vois qu'il est midi. C'est super. Je suis vraiment très content de cette discussion qui est extrêmement riche. Moi, je suis enchanté. Hein. Je pense que je pourrais parler des heures, mais je crois que ma femme aimerait que j'aide à s'occuper de notre enfant. C'est bien le partage des tâches à la maison, Patrick. C'est parfait pour conclure la discussion sur le rôle des hommes et des femmes. Mais un grand merci pour avoir pris ce temps pour nous partager tes anecdotes, tes connaissances sur ce livre. C'est toujours un plaisir. Et merci du coup au Centre de la francophonie pour ce partenariat. Et merci à tous tous et toutes pour vous être connectés depuis partout en Colombie-Britannique et même en Bretagne, parce que, comme je disais au début, les sur-urs, vous êtes arrivés en retard, mais vous êtes là. Ça fait plaisir quand même. Donc, si vous voulez partager, si vous avez des liens vers les adaptations cinématographiques, les adaptations, c'est un mot très dur à dire, adaptation télévisuelle, vous pouvez me les envoyer par mail, je pourrais les partager avec tout le monde. Et pour le prochain club, on vous préviendra très vite de la date et du livre, et on va se réunir, on pense peut-être en mai a priori. Mais donc d'ici là, continuez de lire des bandes dessinées, des romans, des magazines, tout ce que vous voulez. Vous pouvez venir à la médiathèque aussi de l'Alliance, nous sommes toujours ouverts. Donc voilà, on a cette chance-là, donc n'hésitez pas. Il y a aussi Culture Tech, qui est cette plateforme, cette médiathèque en ligne sur laquelle vous pouvez lire des e-books, bref.
Donc, on reste en contact. Dernière petite information, vous avez peut-être vu, j'ai enregistré cette discussion, mais ne vous inquiétez pas, le principe, c'est que je voulais partager seulement le son aux personnes qui n'ont pas pu. On avait plus d'inscrits, donc ce sera une sorte de podcast. Donc, si c'est OK pour vous, on ne verra pas vos visages, mais on entendra vos voix et vos interventions. Voilà, donc encore merci beaucoup et j'espère à très vite et vive le printemps. Voilà. Merci Patrick et Fanny. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Fanny. Excellent. Oui, merci Fanny pour l'organisation et de continuer à organiser ces événements. C'est vraiment super et merci tout le monde. C'était un vrai plaisir. Au revoir. Bonne journée, Merci, bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.